des questions. De firewall applicatif, donc on va passer à remonter les niveaux. Ce matin, on a plus parlé de tout ce qui était la protection des réseaux, sécurité du réseau en général, sécurité d'accès. On va maintenant, après l'audit, et maintenant on va plutôt passer à la partie vraiment spécifique. Comment protéger nos serveurs web, comment protéger souvent ce qu'on appelle le back-end, ce qui est derrière, c'est la base de données. Avant, il y a une question. Préalable avant l'installation du Tufin, parce que traverser les firewalls qui existent, est-ce que ça ne nécessite pas une configuration particulière sur chaque firewall pour qu'il puisse envoyer ses logs à l'équipement, ou bien c'est l'équipement même qui part ses logs, je ne sais pas. Parce que sur chaque firewall, s'il y a des règles que le Tufin n'ait pas accès à traverser ces différents pare-feux, est-ce qu'il peut avoir toute la vue du réseau? Il va falloir créer des règles sur certains équipements ou pas. Alors des règles pour que nous on puisse se connecter dessus. En général c'est du SSH. Donc on se connecte directement sur l'interface d'administration SSH et on récupère la configuration. Et après au niveau des équipements, il va falloir lui dire qu'il faut envoyer en syslog tous les logs au Tufin. Donc si vous avez plusieurs niveaux, plusieurs barrières de firewall, il va falloir, si vous avez des réseaux d'administration dédiés, en général, tous les équipements sont sur cette branche segment d'administration. Logiquement, il n'y a pas à faire. Si ce n'est pas le cas, parce que c'est des contraintes de topologie d'architecture réseau, il faudra créer des règles autorisant ce trafic d'administration. Donc ici, on va voir comment pouvoir protéger un serveur. On va voir un peu quelle est l'approche différente entre le firewall qui est au niveau réseau, l'IPS qui nous protège des attaques, qui nous protège parce qu'il détecte une signature d'attaque. Mais la problématique, c'est que pour protéger un serveur web, ce n'est pas suffisant. Puisque si je demande une transaction à un serveur web dans un certain contexte applicatif, c'est une transaction valide, il me donne l'information que je veux. Si cette même transaction, la même commande, je la passe dans un autre contexte, c'est une attaque. Par contre, un IPS, lui, n'est pas capable de faire la différence entre les deux. Et si je regarde ce que je vais lui donner comme commande, c'est une commande qui est valide, puisque dans mon contexte, elle est valide. Par contre, si je la positionne autrement, ça reste une attaque. Donc un IPS ne peut pas vous protéger contre cet état de fait. Donc pour ça, on a des équipements qui vont répondre à ce besoin spécifique. Et dans la solution au niveau de la sécurité périmétrique, en plus du réseau, chez Fortinet, ils y ont mis en place, ils ont développé donc, tout simplement la solution qui est l'application FortiWeb. Voilà. Donc FortiWeb va permettre de répondre tout simplement aux notions de sécurité au niveau de l'application. Donc là, on n'est plus dans les ports, on est vraiment dans le contexte applicatif, dans le niveau 7. Donc, on va pouvoir protéger ici toutes les applications de type web ou de type web XML. Ça ne pose absolument pas de souci. Qu'est-ce qu'on retrouve en général comme type d'architecture? On a nos data centers, on a bien évidemment nos frontales web, sur lesquelles viennent se connecter les utilisateurs, qu'ils soient internes ou externes, peu importe le type de population. Donc l'idée est de dire, un firewall IPS, ce n'est pas suffisant pour remonter suffisamment haut dans les couches, il va falloir apporter cette brique supplémentaire. Qu'est-ce que va apporter cette brique supplémentaire? En termes de protection, c'est est-ce que l'on est vraiment bien protégé par un firewall IPS? Alors, ce qu'on constate ici, c'est que, évidemment, toutes ces entreprises, tout ce qu'on voit ici a été attaqué et avait en place chez eux du firewall, de l'IPS, et tout plein de choses. Mais ça n'empêche pas d'être attaqué, puisque, en fonction de comment je vais positionner ma demande, en termes de questions et de réponses au niveau HTTP, ça peut être une requête SQL, encore une fois une requête, si vous la passez dans un contexte, elle est valide, dans un autre, elle n'est pas valide, et évidemment, j'ai bien attaqué mon serveur et j'ai eu l'information que j'ai voulu. Parce que le serveur, pour lui, il se dit c'est valide. C'est bon. Si on regarde ici, qu'est-ce qui s'est passé? Visa Amex qui ont été soumis
mis à ça, c'était il y a quelques années bien évidemment, c'est 40 millions de comptes vulnérables qui ont été volés. Donc, aujourd'hui, ils sont protégés, mais il y a une réalité là derrière. C'est qu'aujourd'hui, des serveurs peuvent vraiment être sensibles à ce genre d'attaque. Donc, un petit exemple de ceux qui ont eu des petits soucis. Alors, évidemment, les acteurs que vous voyez ici avaient une autre problématique, c'est qu'ils assurent la partie de transaction en ligne. Donc, en plus de se protéger, ils ont également toute la partie de est-ce qu'ils étaient conformes à la partie traitement PCI DSS, donc transaction de paiement en ligne. On va avancer, on va aller directement dans qu'est-ce que ça apporte. C'est comment protéger l'application. Alors une application, elle a un temps de vie, c'est comme tout. Le premier temps de l'application, c'est le design. Donc c'est qu'est-ce que je vais créer comme application. Vous allez vous adresser aux développeurs, vous allez leur dire voilà ce qu'il me faut comme type d'application par rapport à mon métier. Donc j'ai besoin de tel type de serveur web, j'ai besoin de faire tel type de transaction sur mon serveur web, etc., etc. Vous avez la partie après qui est le déploiement. Je vais mettre en place, je vais mettre à disposition mon serveur web. Mais comme toute application, une application a également une vie et une maintenance. Donc aujourd'hui, vous avez développé un serveur web, vous avez mis des choses en place. Demain, vous avez peut-être besoin d'évoluer dans l'application pour mettre des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles informations à disposition des clients. Il y a également toute la partie maintenance au niveau de ces applications-là. Quand on parle d'applications web, les développeurs, ils développent, ils font des beaux sites web, il y avait tout animé, c'est très joli. Quand vous demandez à un développeur, qu'est-ce que tu connais au niveau de la sécurité, en général, il vous dit, bah, c'est pas moi, c'est le firewall, la sécurité. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez votre serveur web pendant 6 mois le temps de corriger les failles, ou tout simplement, vous pouvez vous appuyer sur des équipements externes qui, eux, vont pouvoir répondre à ce problème de maintenance et surtout de sécurité. Donc, vraiment l'idée de pouvoir se sécuriser avec des Web Application Firewall, c'est tout simplement de mettre des stratégies de sécurité en place qui vont pouvoir vous permettre de protéger potentiellement les failles qui sont sur vos serveurs, vos applications web. Si on regarde un peu comment on est protégé dans le cadre d'une entreprise, on a un firewall, ça c'est la base de tout. On va pouvoir mettre de l'IPS, ça c'est la deuxième barrière. Si on regarde, un firewall va agir de la couche 1 à 3, voire 4. Un IPS va pouvoir monter jusqu'à la couchette, mais encore une fois, on est en pattern matching. Ça veut dire que si on ne le connaît pas, ou s'il n'y a rien parce que c'est un trafic légitime, je laisse passer. Le FortiWeb, lui, va aller beaucoup plus loin, puisqu'il va pouvoir travailler vraiment dans la couchette et pouvoir faire l'analyse et voir comment et qu'est-ce qui se passe là-dedans. Qu'est-ce qu'on va regarder? Ça peut être les signatures. Est-ce qu'il y a de l'SSL ou pas? Est-ce qu'on va accélérer? On va comprendre comment fonctionne le serveur. C'est-à-dire qu'on va analyser le serveur, comprendre quels sont les paramètres au niveau web qu'il y a dedans, quels sont les headers, quels sont les paraméteurs, quels sont les champs de poste, etc., etc. Comprendre comment est fait le serveur. C'est ce qu'on appelle tout simplement un profiling. Donc on va profiler le serveur pour voir comment est son comportement, comment il fonctionne. Une fois que l'on sait comment fonctionne le serveur, on va pouvoir simplement mettre nos stratégies pour dire tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Puis on va vraiment pouvoir se protéger par rapport au manque ou aux lacunes au niveau de l'application, au niveau de la sécurité de l'application. La réponse au travers du FortiWeb de Fortinet, c'est de vous apporter plusieurs choses en un équipement. C'est du Web Application Firewall. On va protéger vos applications web. 2, c'est de pouvoir mettre en place, comme j'ai rapidement évoqué ce matin, sur la partie réseau du niveau FortiGate, on va avoir la même chose pour toute la partie vulnérabilité des serveurs. Donc on va pouvoir lancer des scans réguliers sur vos applicatifs web et regarder s'ils ont des failles de sécurité par rapport à c'est du Linux, c'est du Windows, c'est en PHP, pas en PHP, c'est en XML, pas en XML, etc. Et vous dire, vous donner une rémédiation, est-ce qu'il est temps, par exemple, de mettre des patchs, ou
c'est des vulnérabilités connues chez l'éditeur qui vous a fourni la solution, et il y a déjà des correctifs qui existent. Ça va être de l'accélération d'application. Donc ici, plusieurs choses. Votre application, elle est en clair non chiffrée. Vous décidez de chiffrer votre application pour de la confidentialité. Ce n'est pas un souci. Vous activez le SSL. Quand vous avez activé le SSL sur un serveur, vous avez une perte de performance. C'est logique puisqu'on demande au processeur de chiffrer. Donc on va pouvoir demander au FortiWeb d'assumer cette partie-là de chiffrement, puisque lui en interne, il va tout simplement avoir des cartes, des processeurs spécialisés pour le chiffrement SSL. Donc on va accélérer l'application puisque on va décharger le serveur de tout ce traitement-là. Ça, il n'a pas à l'assurer, c'est nous qui allons le faire pour lui. Donc moins on sollicite la CPU du serveur, plus il y a de CPU pour traiter la transaction que va faire notre utilisateur. Puis enfin, en cas de besoin, parce que avoir un WAF c'est bien, un serveur web c'est bien, peut-être que vous avez besoin de 2 serveurs web, encore une fois, pour de la continuité de service. Donc ici, vous avez la possibilité simplement d'avoir 2 serveurs web et c'est nous qui allons faire le dispatch des connexions sur les 2 serveurs. Les exemples de déploiement, c'est assez simple. Vous retrouvez le ou vos serveurs web, on va se mettre devant. Le premier mode de déploiement qu'on a, c'est ce qu'on appelle du mode transparent. Donc ici, on arrive, on pose l'équipement directement chez vous. Vous ne modifiez rien. Il n'y a aucune adresse qui change, il n'y a absolument rien qui change. Par contre, vous êtes protégé. La deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle du reverse proxy. Donc tout simplement, on va se mettre ici sur le switch, on va déclarer une adresse virtuelle. On va dire, pour se connecter au serveur, il faut tout simplement venir se connecter sur cette adresse virtuelle et c'est nous qui allons soit renvoyer la connexion, soit dispatcher la connexion. Donc on est vraiment dans un mode dit reverse proxy. On peut également être dans un mode reverse proxy, cette fois-ci en coupure de réseau. Donc un plan d'adressage, par contre, dans ce cas-là, il y a de l'impact sur votre architecture. Il faudra peut-être remettre des routes, des choses comme ça. Le mode reverse proxy apporte plusieurs choses. C'est la possibilité, tout simplement ici, de faire de la réécriture d'URL quand il y a besoin. Alors, un exemple de procédé de réécriture d'URL relativement simple, et qu'on retrouve malheureusement relativement souvent, c'est que dans les serveurs web, quand les développeurs écrivent le code, parfois on a des liens absolus, donc ça veut dire slash quelque chose. Quand je clique, je prends l'adresse du serveur que j'ai mis et après je vais là où j'ai besoin d'aller. Il y a certains développeurs qui ne se fatiguent pas trop, quand ils ont besoin de mettre un lien dans le code, ils disent bah, c'est serveur intranet.masociété.local. C'est assez bien quand vous allez le mettre en ligne et que les clients doivent se connecter depuis Internet. Intranet, masociété.local, ça ne marche pas. C'est impossible. Chez vous, ça marche, dehors, non. Problématique, qu'est-ce qu'on peut faire pour contourner ça? On appelle le développeur, on lui dit qu'il faut corriger. Autre solution simple, je réécris l'URL. Je dis je vois ça passer, là maintenant ça s'appelle extranet.masociété.com. Beaucoup plus simple à mettre en place. Autre mode de déploiement qu'on aime bien utiliser chez les clients, c'est ce qu'on appelle le span port. Le span port, simplement, c'est en mode sniffer. Zéro impact au niveau de votre réseau, on voit ce qui se passe et vous n'êtes pas protégé. Alors, pourquoi je dis que vous n'êtes pas protégé? Je veux dire que ça ne sert pas à grand chose. C'est vrai. Le span port nous sert tout simplement ici à faire de l'audit. Vous allez me dire, d'accord, ça a l'air pas mal comme solution, mais vraiment, qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que je suis attaqué? Quel est vraiment l'apport d'une solution de ce type? Tout simplement, en se mettant en span port, on peut se connecter sur vos serveurs de production. Les switches nous envoient une copie complète du trafic, on fait l'analyse de ce trafic, et on vous donne les résultats de ce qu'on a vu. S'il y a des attaques ou des choses qu'on voit passer, on va vous dire, là vous avez subi quelque chose, là il y a eu une attaque, là il y a eu des violations par rapport à la conformité ou au langage HTTP, là il y a eu un problème de sécurité par rapport au XML, etc. Et on va vous donner un rapport de tout ce qu'on a vu. Vous
pouvez après vous dire, effectivement, j'ai besoin de protéger mes serveurs. Et l'avantage, c'est qu'on va le faire directement sur les serveurs de production. Ce matin, il y avait une personne qui me posait la question par rapport à notre constructeur, qui est dans ce mode-là. Typiquement, ce constructeur ne possède pas ça. Donc, quand vous prenez ces solutions, c'est vous lui faites confiance à 100%. Ou si vous dites, bah, je veux tester, vous testez comment? Vous testez dans un petit labo à côté. Dans un labo, c'est simple, je vais générer 3 attaques, je vais avoir des alarmes partout, c'est joli. Par contre, quand je vais le mettre sur la production, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va voir? Je n'ai aucune idée. Ici, je peux me rendre compte de quel est le gain que je pourrais en tirer immédiatement. Une fois que vous l'avez mis en place, vous avez des tableaux de bord directement en temps réel. On va vous dire, par rapport aux différentes analyses qu'on a faites, qu'est-ce que l'on voit. Donc on va monitorer l'ensemble du trafic, on va vous dire qu'est-ce qu'il y a comme trafic à destination de vos serveurs. On va vous dire s'il y a eu des attaques sur l'application, quelles ont été les dernières alertes qu'on vous a remontées, ou encore tout simplement quel est l'état de notre appliance. Est-ce que là on est au maximum de ses capacités ou pas? On va pouvoir faire du scanner. J'ai mon appliance ici dans mon data center, je peux avoir des réseaux des serveurs dans différents sous-réseaux. Je vais tout simplement programmer, par exemple une fois par semaine ou tous les 15 jours, un scan de l'ensemble de mes serveurs et lui demander qu'il me donne un résultat, un rapport de vulnérabilité des serveurs web que je vais scanner. Qu'est-ce que je vais scanner? Typiquement les vulnérabilités connues, donc on va avoir une base de vulnérabilités connues. On va tester si les serveurs sont sensibles aux attaques par SQL injection. On va voir si on peut faire du cross-site scripting. On va voir si on a accès au source code, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment du scanner, et on va vous donner un rapport. Est-ce que vous avez besoin de mettre des patchs de sécurité ou de remettre les patchs de sécurité à niveau sur vos serveurs? C'est pas parce qu'on est ici que vous avez, bien sûr, de la protection à 100%. Vous avez de la protection, mais ça ne vous empêche pas de mettre à jour, puisque tout le trafic que nous ne voit pas passer au serveur reste sensible. Si je prends le cas de figure de la bulle qui est ici, je scanne, je détecte des failles ici, c'est très bien. Mais j'ai des utilisateurs qui sont là. Eux peuvent directement se connecter sur les serveurs, je ne vous protégerai pas moi d'ici. Certains clients nous demandent, et c'est des possibilités, quand j'ai besoin d'aller me connecter sur les serveurs, de pouvoir tout simplement avoir des capacités d'authentification. Mon serveur ne possède pas d'authentification, mais j'aimerais pas, ou je voudrais que tous les utilisateurs n'y aient pas accès, mais uniquement des utilisateurs possédant des logins et des mots de passe que je leur fournis. Donc plutôt que de mettre de l'authentification en place sur le serveur, je vais avoir moi-même la possibilité tout simplement d'activer de l'authentification sur mon FortiWeb et de dire uniquement ces utilisateurs-là peuvent se connecter. Alors l'authentification peut évidemment être locale, comme je peux venir m'appuyer sur des serveurs Active Directory, Radius, etc. Une fois que le rapport est fait, que le scan a été fait, voici ce que vous retrouvez. Le nombre de failles ou de vulnérabilités potentielles qu'on a vues, le nombre d'alertes, high, medium, etc. Et après, ce qu'on ne voit pas ici, c'est qui est en dessous, c'est toute la partie rémédiation. Voilà ce qu'il faudrait passer comme patch sur chaque type de serveur. Également, on va vous donner, par rapport à chaque faille, les liens externes qui vont vous ramener chez Fortinet, sur le site de FortiGuard, le site de Fortinet qui va vous dire cette vulnérabilité, voilà ce qu'elle fait, voilà comment vous êtes sensible. Donc le rapport est disponible sur l'appliance, mais vous pouvez également l'avoir directement par email. Donc, chaque fois que vous faites un scan, le rapport vous le recevez par email, le lendemain matin, vous l'avez dans votre boîte mail, vous pouvez le consulter. Exemple d'implémentation pour comprendre comment fonctionne un WAF. Je vous ai dit tout à l'heure, un WAF, pour qu'il fonctionne et qu'il puisse vous protéger, on va faire ce qu'on appelle tout simplement un profiling, un profilage de votre serveur web. On a ici un exemple de serveur, tout basique. Quand j'arrive ici, il y a un peu de tout. Qu'est-ce que je retrouve ici? Ici, je retrouve tout simplement des formulaires. Alors ça pourrait être des formulaires de login, mot de passe. Ça peut être des formulaires avec des champs pour remplir tout un tas de choses. Je suis en train de faire ici ma fiche, mes coordonnées, mon numéro de téléphone, etc., etc., etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les champs que vous êtes en train de remplir ici,
ont de très fortes chances d'être stockés dans une base de données qui va être derrière, en back-end. Si jamais je réussis à mettre ici certains types de caractères ou des choses non autorisées, je peux provoquer tout simplement ce qu'on appelle une attaque SQL, une injection SQL, sur ma base. Et qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais ressortir toutes les informations qui sont dans ma base. Donc l'idée pour nous est, pour chaque page de votre serveur web, on va faire l'analyse de votre page. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui est présent dans votre page? Quels sont les types de formulaires? Et qu'est-ce qui est autorisé à être dedans? Donc on va faire l'analyse. Je crois que ça descend. On va faire l'analyse. Et ce qu'on va faire, c'est que pour chaque page, on va détecter les formulaires. Et dans chaque formulaire, on va vous proposer ce qui doit être autorisé ou pas à l'intérieur. On va dire, ici, c'est que du texte. Ici, c'est que du numérique. Ici, c'est de l'alphanumérique. Et on va en plus de ça vous proposer des longueurs. Ce qui fait que si je trouve autre chose que ce que j'autorise comme caractère dans ce champ-là, je considère que c'est une attaque et je bloque. Et ça, il n'y a qu'un firewall web qui est capable de vous l'apporter. Un IPS ne sait pas faire ça lorsqu'il ne sait pas à quoi correspond ce champ-là. Quand vous allez sur un serveur web en ligne, par exemple un serveur, vous avez les produits, les solutions, et vous avez toujours un petit champ de description. Dans ce champ de description, c'est du champ de texte. Ce n'est pas un formulaire, c'est un simple champ texte. Dans ce champ texte, je peux mettre tout ce que je veux, je peux mettre n'importe quel type de caractère, ça ne me dérange pas. Je pourrais mettre un code 1 plus 1 qui va être un exemple de SQL injection, mais dans un champ texte, ça n'a aucune incidence puisque ce n'est pas une attaque, puisqu'il est passé dans un champ texte. Par contre, si je le mets ici, ce n'est plus du tout la même chose. Là, j'attaque la base. Alors, moi, en termes de WAF, quand je vais voir ça dans un champ texte, je vais dire c'est un champ texte, je n'en manque aucune importance. Par contre, votre IPS va dire, ah, ça c'est une attaque. Oui, c'est vrai que c'est une attaque, puisqu'on a vraiment détecté ces caractères-là. Par contre, là où sont placés ces caractères, ce n'est pas une attaque. Alors, quand vous avez en permanence des attaques sur un IPS, qu'est-ce que vous faites? Vous désactivez la signature. Vous êtes plus protégé. Alors que le web va vraiment interpréter toute la page, tous vos formulaires. Au niveau de l'application, donc on va regarder comment est fait votre serveur web. On va voir la structure de votre serveur, on va regarder toutes les URL qui sont accédées. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des pages? Quelles sont les méthodes? Vous faites du post, du get, du read. Qu'est-ce que vous avez comme méthode au niveau web? Toutes les méthodes qui peuvent être suspicieuses ou tendancieuses, qui peuvent se retrouver sur votre serveur web. Par exemple, on peut prendre le connect. En web, la méthode connect, c'est ce qui nous permet simplement de monter les tunnels SSL. Par exemple, si on prend le SSL ou n'importe quel type de tunnel. Un mode connect sur un serveur web veut dire que quelqu'un vous a déjà piraté qui se sert de votre serveur web comme un serveur de rebond quelque part. Donc, si on détecte une méthode connect, on va vous dire là, c'est suspicieux, on va bloquer parce que ça n'a pas à être présent sur un serveur web. En général, qu'est-ce que fait un attaqueur? Va chercher simplement les vulnérabilités. Le fait de comprendre l'ensemble de la structure et d'interdire tout ce qui peut être suspicieux va nous permettre simplement de tout masquer et de se protéger vis-à-vis d'un hacker, puisque toutes les portes potentiellement dérobées qui pourraient être trouvées, on va nous les fermer. Donc pour comprendre la structure du serveur web, on va regarder les pages, on va modeler, et on va vous modeler une sécurité de manière complètement automatique en fonction des paramètres qu'on a vus. Les formulaires de tout à l'heure, je vais me mettre en mode monitoring, je vais voir du trafic utilisateur pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines, et à ce moment-là, je vais vous faire des statistiques et je vais vous faire des propositions de protection complètement automatisées. Sur ce formulaire-là, j'ai toujours vu que de l'alphabétique. Au maximum, je vais de 1 à 10 caractères. C'est ce que j'ai vu pendant 3 semaines. Vous acceptez le paramètre ou pas?
En général, on se trompe très rarement. Très rarement. Une fois que vous avez activé ces différents paramètres, vous allez dire pour ce champ-là, voici les valeurs que j'accepte. Mais vous n'avez pas encore mis en place les stratégies, l'application de la sécurité. On va encore le laisser monitorer pour voir si par rapport à ce qu'on vient de faire de manière automatique, je match encore ou j'ai des problèmes qui remontent. Si j'ai des alertes, je regarde, ok, là j'ai quelque chose qui n'est pas bon, je corrige. Ce qui fait qu'on a très peu de corrections à apporter sur un FortiWeb. En général, on laisse vraiment de manière complètement automatisée travailler. Il nous propose le minimum, la moyenne, le maximum, la moyenne. On va bien évidemment vous donner après des statistiques, du reporting, quelles sont les pages les plus consultées, quelles sont pour chaque page, pour chaque formulaire, la valeur minimum, la valeur maximum, la valeur moyenne que l'on a obtenue. J'active ou je n'active pas. Donc, on va intervenir sur les URL, les paramètres à l'intérieur de l'URL, ce qui va être interdit au niveau du reste, vous donnez les analyses, la visibilité, combien on a vu d'SQL injection, combien on a vu de cross-site scripting, etc. Donc vraiment, qu'est-ce qui se passe, comment vit votre serveur web. On va vous fournir, et c'est le gros avantage, le gros différenciateur d'une solution comme Fortinet, on va vous donner des valeurs automatiquement pour la configuration. Quand on parle par automatique, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'un serveur web, ça vit. Quand je dis ça vit un serveur web, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous le mettez en place, mais demain, vous avez peut-être des promotions marketing, vous avez peut-être le service financier, vous avez peut-être des communications à faire, donc vous allez publier des nouvelles pages, du nouveau contenu, etc., etc. Lorsque vous avez des équipements, des constructeurs qui vous apportent des profilages statiques, ça veut dire que ce nouveau contenu que vous devez pusher, vous devez le faire en pré-production. Alors, est-ce que vous avez le double des équipements pour faire de la pré-production? Et vous allez passer X temps à découvrir quelles sont les nouvelles pages qu'ils ont faites, quelles sont les nouvelles valeurs, et devoir appeler les développeurs et dire, dans ce formulaire-là, qu'est-ce que tu as mis? De l'alphanumérique? Quel est le type d'encodage? Tu as un encodage western, ISO quelque chose, tu as un encodage de quel type? Donc tout ça, c'est à vous de le faire. Quand on le fait de manière automatique, on vous fait directement les propositions et votre serveur peut vraiment vivre, vous pouvez facilement pusher du contenu. Au niveau de FortiWeb, qu'est-ce qu'on vous apporte? L'authentification, si vous voulez la mettre en place, de la DLP, l'auto-learning, l'application. Mais la base, c'est on valide que tout ce qui est HTTP sur votre serveur est compliance, donc par rapport au design, il y a la RFC au niveau HTTP. J'appuie sur un bouton, on va passer. On va vous apporter, juste ça, de l'application attack signature. En fait, on va charger la base IPS que l'on retrouve sur un FortiGate, sauf qu'on ne va charger que les signatures concernant le web. Donc, avant même de transmettre au serveur la connexion, on va regarder nous-mêmes au niveau déjà IPS, directement sur le FortiWeb, si vous n'avez pas des choses qui sont connues en termes d'attaque. On va après valider et apprendre de manière automatique, vous proposer l'apprentissage, donc on apprend automatiquement, on vous propose les règles de validité, est-ce que ça c'est autorisé ou pas, en fonction des différents paramètres. Sur certains serveurs, surtout sur des serveurs internes, vous avez parfois besoin de faire de la DLP, donc de la protection de la fuite d'informations. Donc on est capable, encore une fois ici, de créer des dictionnaires et tout simplement de pouvoir vous protéger. Autre chose qui intéresse également les clients, qui est utilisé dans cette fonction-là, c'est parfois sur certains sites où vous pouvez retrouver des informations. Par exemple, on peut penser à toutes les informations de numéros de carte bleue. Chose qui peut être stockée. Je peux dire au FortiWeb, quand tu vois des numéros de carte bleue te traverser,
Ce que tu vas faire, c'est que tu vas transformer les numéros par des XXXXX. Donc je viens ici tout simplement masquer cette information-là. Donc l'utilisateur, au lieu de voir des numéros de carte bleue, tout simplement, il voit que des X. Tout est remplacé, donc des 0, des 1, ce que vous voulez. Puis, tout ce qui est authentification, qui est là-haut. Donc, votre serveur ne fait pas d'authentification. Vous pouvez mettre en place de l'authentification sur le FortiWeb pour éviter d'avoir à la mettre en place sur le serveur. Et là, on va pouvoir travailler sur de la base locale, du DAP, du Radius, ou directement du NTLM dans le monde Windows si on a besoin. Exemple de règles, quand on parle de choses automatiques et prédéfinies, c'est que j'ai identifié une URL. Dans cette URL-là, j'ai trouvé un formulaire. Dans ce formulaire-là, je retrouve password et username. Il a fait son apprentissage et ici, il va me proposer des valeurs. Il va dire, pour tout ce qui est password, je vais de A à Z, de A à Z, de 0 à 9, donc majuscule, minuscule, et je peux les mélanger. Au maximum, 25 caractères. En dessous, ça c'est le mot de passe, pardon, en dessous j'ai le username, pareil, avec 15 caractères. Si jamais quelqu'un tente d'injecter ici plus de 15 caractères, automatiquement je vais bloquer. Pareil pour tout ce qui est mot de passe. Si jamais il essaie de mettre d'autres types de caractères que ce que j'ai défini ici, automatiquement je bloque, je ne cherche plus à comprendre. Donc dans tout ce qui peut être ici code plus, qui permet en fait de commencer à générer, à forger l'attaque SQL injection, je peux voir qu'ici, automatiquement, ça n'ira même pas au serveur, je l'ai déjà bloqué à la base. Donc vous avez des choses qui sont prédéfinies par rapport à l'apprentissage, et après vous allez pouvoir avoir également des custom policies en fonction de votre besoin. Nous, on va vous prédéfinir et vous faire une partie du travail. Maintenant, rien n'est parfait. Chaque serveur a sa particularité. Parfois, il faut retoucher. Quand on parle de custom, ça peut être le besoin de réécrire certaines URL, puisqu'elles ont été mal codées à la base. On va également pouvoir, en fonction, par exemple, des exploits, dire qu'est-ce que je veux tracer. Je veux tracer tout ce qui est LDAP injection, SSL injection, PHP injection, etc., etc. Pour ce type d'attaque, est-ce que je veux avoir une alerte et les bloquer, juste avoir une alerte, et ainsi de suite. Au départ, quand on se met en monitoring, on va mettre que des alertes, on ne bloque absolument rien. L'idée est de monitorer, de voir qu'est-ce qui se passe. D'abord, on apprend. Une fois qu'on a appris, c'est là qu'on va activer. Vous avez après ici des choses prédéfinies. Par exemple, une longueur d'URL, on va dire que dans une longueur d'URL, elle ne doit pas être plus grande que 2048 caractères. Donc, si c'est au-dessus de 2048 caractères, on va considérer qu'on bloque. Ici, ce sont des valeurs qui sont prédéfinies et pas du tout customisées par rapport à vos sites. Donc ici, parfois, il va falloir venir customiser parce qu'on peut avoir des URL beaucoup plus grandes. Le fait de pouvoir bloquer également des longueurs d'URL permet d'éviter ce qu'on appelle des buffer overflow, donc simplement de faire redémarrer le serveur. Donc il y a tout un tas de paramètres qui sont prédéfinis en fonction de certaines règles, mais il y a de fortes chances que vous ayez besoin ici de venir customiser, redéfinir ces caractères-là en fonction de votre serveur. Pour tout ce qui est l'évasion d'informations, en fonction du type de serveur, de qu'est-ce qu'on veut faire, si c'est des mots de carte de crédit, on va l'activer et remplacer, et ici créer des dictionnaires et venir chercher à l'intérieur, tout simplement, des mots que l'on a définis dans les dictionnaires. Donc on va monitorer tout ce qui va sortir des serveurs vers l'extérieur. Donc, dans l'information là-dessus, évidemment, si je vois des numéros de carte de crédit, j'en vois. Alors Fortinet ont été assez sympas, ils ne nous ont pas mis les numéros de sécurité sociale, parce qu'en général, tous les constructeurs mettent numéro de sécurité sociale, et c'est numéro de sécurité sociale américain. Alors ici, pas grand-chose. Donc, on a également du site anti-defacement. Donc, ici, tout simplement, on va regarder si quelqu'un n'a pas effacé notre site. L'idée de cette chose-là, c'est je vais demander
à mon FortiGate d'aller se connecter dans le répertoire, sur le serveur, dans le répertoire où est installée toutes les pages et toute la configuration de mon serveur. On prend FTP par exemple, je viens me connecter, et ce qu'il va faire, lui, c'est que tout simplement, il va faire un hashing et un zip de l'ensemble de la configuration. Si jamais la configuration a été modifiée, il est capable de se reconnecter sur le serveur et de tout restaurer. Alors je vous prends un exemple simple et rapide de ce type d'utilisation. Ce matin, on a parlé de la semaine dernière des Anonymous qui ont attaqué. En général, les Anonymous, ils attaquent, ils essayent de craquer le serveur. Les Anonymous, ils ne sont pas là pour voler de l'information. Ce qui les intéresse, eux, c'est la visibilité. Ils veulent faire de la publicité. Donc c'est clairement des campagnes de pub. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se connectent sur votre serveur, ils modifient la première page, en général index.html, et là ils mettent leur beau logo, et ils disent le site a été attaqué par les Anonymous. Très bien. Ben, nous, si on le détecte, on va automatiquement remplacer la page qu'ils ont faite. Et on va remettre notre structure. Si vous avez besoin d'avoir plusieurs serveurs, on va mettre nos équipements et on va assurer le dispatch des connexions sur les serveurs et également la surveillance et le monitoring. Le load balancing. On va pouvoir faire de l'accélération. Quand on parle de faire de l'accélération, au niveau des serveurs web, plusieurs techniques. Soit on fait du pipeline TCP, donc en fait on fait de ce qu'on appelle l'HTTP 1.1, donc c'est un tuyau entre mon boîtier et les serveurs, et je prends moi toutes les codes de demande de connexion utilisateurs. C'est une technique pour faire gagner de la CPU. Ou sinon, vous avez, dès qu'on parle de chiffrement, un ASIC qui est intégré pour qu'on travaille que sur du SSL, et pouvoir faire cette accélération à la place du serveur, ce qui évite de venir ici consommer simplement du processus. Tout ce qui est les besoins de réécriture, on va pouvoir travailler bien évidemment sur l'IP, puisqu'on va se mettre en reverse proxy. On peut réécrire les champs host, on peut réécrire les URL. Tout simplement parce qu'on a besoin de masquer certaines choses. Exemple d'un champ host que vous allez modifier. Moi, quand je me connecte sur un serveur, je regarde par exemple si je suis un attaqueur, quel est le type de serveur. La première chose qu'on fait, c'est une reconnaissance. La reconnaissance permet de déterminer c'est un serveur Windows ou un serveur Linux. Il est de quelle version? Quand vous connectez sur un Linux ou un serveur Windows, il vous dit bah, je suis un 2IS7, blablabla, je suis un Apache version 2.6, blablabla, et ainsi de suite. Donc déjà, l'attaqueur, il sait quel est le type de version de serveur que vous avez. Donc, maintenant que je sais ce que c'est, je vais chercher potentiellement les vulnérabilités. Mais plutôt d'avoir une liste énorme, j'ai déjà une liste réduite. Donc le champ host, je vais dire, quand mon serveur y répond, je vais modifier le champ host. Si je suis un Linux, je vais lui dire que je suis une version 1.0, peu importe, ou si je suis un Linux, je vais lui dire que je suis un 2IS. Bon, ça marche pas bien longtemps, on se rend compte vite fait que c'est pas vrai. Mais l'idée, c'est tout simplement de pouvoir masquer un maximum d'informations par rapport à ça. Ça peut être également parce que le développeur a mal codé. Donc dans ce cas-là, je vais avoir besoin de réécrire soit le champ host, soit l'URL, ou même le référeur pour dire attention, le référeur c'est moi, ce n'est pas lui. Puis vous avez toute la partie log où vous allez retrouver tous les événements, qu'est-ce qui s'est passé, et événement par événement, j'en choisis un, je retrouve tout le détail de qu'est-ce que j'ai matché, quelle est l'URL demandée, quels ont été les paramètres qui ont été mis à l'intérieur. C'est pas juste, vous avez une attaque, on vous donne vraiment toutes les informations. Vous avez également la possibilité de générer des alertes, mais aussi de filtrer. Donc de faire des recherches dans quelle est l'attaque, combien d'attaques du même type il y a eu, par quelle adresse IP, combien de temps ça a duré, etc. Donc toujours pareil, on continue dans les event alertes. Donc ici, attention, alerte, j'envoie. Et en fin du rapport, donc ici c'est plus pour avoir une idée de qu'est-ce qui se passe. Donc, au fur et à mesure des jours, combien il y a eu d'attaques, quels sont les types d'attaques qu'on a le plus tenté à destination de chez moi. Le top d'attaque par sévérité et par jour, donc
toujours la partie reporting. Le top source, les attaques, depuis quelle adresse, ou depuis quel type d'adresse, ou depuis quel type de pays on attaque le plus. Et ça peut être bien évidemment en jour, en mois. C'est en demande, c'est des rapports qui sont directement embarqués. C'est à vous de dire quand est-ce que vous voulez les générer. Vous pouvez après les exporter au format PDF, HTML, tout simplement pour les conserver ou parce que vous avez aussi besoin de les transmettre à certaines personnes. Vous avez après une notion également qui peut être intéressante, qui est une notion de trafic, de reporting, de savoir quel est le trafic, quelles ont été les pages les plus consultées, et ainsi de suite. Le source qui se connecte le plus souvent chez vous, on ne parle pas ici d'attaque, mais on parle bien de sources qui sont les utilisateurs auxquels sont les adresses IP qui se connectent le plus souvent. Les notifications par type d'événement également et par jour. Donc ça peut être des événements d'administrateur qui a changé des choses, des configurations, qui a changé des paramètres, etc. ou créer des rapports. Par type de date, j'ai rebooté le FortiWeb. C'est vraiment toute l'administration, tous les événements liés à l'administration de l'équipement. Merci. Vous avez des questions? Un cas particulier d'application, il s'agit des applications Java Web Start. Je sais que vous avez dit que votre solution est basée sur du HTTP, mais est-ce que c'est applicable à une solution Java Web Start qui après fait du RMI encapsulé dans du SSL? Est-ce que c'est possible? On venait de mettre le point sur lequel on va faire, puisque ce n'est pas du web. Donc le Java est effectivement hébergé sur un serveur web. Donc vos utilisateurs se connectent. À partir de là, ils vont télécharger un applet Java. Alors, ce que moi je vais pouvoir faire, c'est protéger ce serveur-là. Parce que vous avez peut-être de l'authentification, vous avez peut-être des choses, je vais protéger ce serveur-là et garantir que vos utilisateurs pourront toujours avoir accès à ce lien. Par contre, une fois qu'ils vont charger le lien et tout ce qu'ils vont faire à l'intérieur, je ne verrai rien. Non, puisque c'est du Java en fait. Merci monsieur. En fait, j'ai deux préoccupations. La première question, c'est, vous avez dit que FortiWeb se comporte comme un firewall et il se place devant les serveurs. Alors, à quel moment le système peut se planter? Et puis, récemment, il y a 3 jours, il y a une vulnérabilité qui a été découverte sur FortiWeb. J'aimerais savoir où on en est, si la faille a été corrigée. Je n'ai pas suivi depuis ces 3 derniers jours, c'est vraiment toute la vérité, mais je suppose que oui, ça doit être corrigé. Avec les équipes, ça reste pas bien longtemps. On a des patchs qui sont régulièrement à jour, voire des patchs directement. Après, il faut relativiser les failles découvertes. Quand je dis relativiser, et c'est vrai pour tous les constructeurs, pas spécialement, c'est que les attaques et les failles découvertes sont réalisées dans une certaine architecture et dans certaines conditions. Est-ce que c'est le cas, pas le cas? C'est pour ça qu'il y a des failles qu'on peut juger pas importantes. Je prends un exemple très simple qui est eu sur des équipements type firewall, comme FortiGate. On a découvert qu'on pouvait attaquer l'adresse d'administration, l'URL, et prendre la main. Alors, c'est tout à fait vrai, c'est une faille, je dirais, majeure. Maintenant, quand on arrive chez des comptes, l'URL d'administration n'est pas visible depuis Internet. Ou si on l'a fait, c'est une erreur, une grosse erreur. Et encore là, on peut dire que cette administration, elle est visible, mais elle n'est autorisée qu'à certaines adresses IP. Donc en fait, tout le schéma de l'attaque ou de la faille qu'ils ont trouvée ne peut pas être valide. Ou s'il est valide, c'est parce que les personnes qui le maintiennent et qui l'ont installé n'ont pas suivi les critères de sécurité minimaux. Donc la faille il y a 3 jours sur FortiWeb, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas suivi, mais il faudrait voir encore les conditions, mais une faille chez Fortinet, ça ne reste pas bien longtemps en place. Poser la question, je donne une petite précision. Tout à l'heure, j'ai vu dans les suggestions qui sont fournies par le FortiWeb des expressions régulières pour corriger ou alors pour empêcher les injections SQL. Ça veut dire quoi? C'est sur le FortiWeb qu'on rentre les expressions régulières et c'est lui qui va empêcher les requêtes d'atteindre le serveur. C'est bien ça?
Tout à fait. D'accord. Donc, ce n'est pas corrigé au niveau du développement, mais c'est plutôt le FortiWeb qui va... Ok, donc on n'a pas besoin d'appeler le développeur pour lui dire qu'il faut mettre à jour ton code source. Tout à fait. Ok. L'idée de ce schéma-là d'expression régulière, quand on le voit sur la partie login password, c'est pour dire je ne sais pas ce qu'a fait le développeur. Mais par contre, moi, voici ce que j'autorise uniquement et pas de caractère. Or, attention, on ne va pas vous demander de faire les expressions vous-même. On a toute la partie automatisée, les propositions, et on va vous le proposer. Après, vous pouvez le changer. D'accord. On fait cette proposition. Ok. Ensuite, au niveau du défacement, il y a un hash qui est calculé à partir du zip de tout le site web. Tout à fait. Wow. Ça ne prend pas de temps, parce que ça dépend de la taille du site internet et tout, nombre de pages, etc. Et puis, secondo, il y a un défacement. En combien de temps le FortiWeb il s'en rend compte? Parce que j'imagine qu'à intervalles réguliers, il va comparer le hash qu'il a calculé au hash qui est en cours, etc. En fait, vous avez tout à fait raison, on va programmer un check. Ok. Une période hors check. D'accord. Toujours au niveau du défacement. Il peut arriver qu'en général, nous, au niveau du CICERT, on a des outils comme ça qui nous aident à détecter les défacements et tout. Il y a souvent des modifications qui sont légitimes. Le webmaster a mis à jour son website et le FortiWeb il va se rendre compte que voilà, il va lever une alerte. Donc, qu'est-ce qui se passe en général? Il faut désactiver avant de faire la mise à jour, ou bien on va checker juste après. En fait, au moment de la mise à jour, ou juste avant, on va le désactiver, après on va lui demander d'aller faire un refresh. Ok. Et pas de checker si c'est de l'anti-effacement ou pas. D'accord. Dernière question. Je vois que le FortiWeb, il fait pas mal de choses entre le client et le web server. Quels sont les temps de latence que vous avez calculés? Parce qu'après, ça va dépendre. On peut facilement, si c'est un site qui est hyper visité, on peut monter en charge très vite. Et puis, on peut avoir des ralentissements. La notion de temps de latence émis. Par contre, on va vous faire des dimensionnements en fonction des modèles. Par exemple, le premier modèle qui est le FortiWeb 400C, on va traiter 15 000 transactions à la seconde. Donc si vous avez plus de 15 000 transactions, on vous dira qu'il faut passer sur le modèle au-dessus. Donc tant qu'on est dans ce nombre de transactions, on a une introduction de latence qui est inférieure à la milliseconde. Par contre, après, voilà. C'est vraiment du dimensionnement en fonction du type de site et surtout de la volumétrie en termes de requêtes à la seconde supportées. Ok. Merci. Je vous en prie. Le FortiWeb m'intéresse bien, mais c'est que mon firewall et autres sont d'un autre constructeur. Est-ce que ça pose un problème? Non. Si je mets un FortiGate, comme on a vu ce matin, est-ce que vous êtes compatible avec Cisco? Si je mets ça, est-ce que vous êtes compatible? En fait, on travaille au niveau IP. Donc, on est compatible avec d'autres constructeurs, avec les autres constructeurs que vous allez retrouver autour, que ce soit en termes de routing, de switching, etc. Donc, il n'y a absolument pas de souci. Aujourd'hui, vous avez, en termes de firewall périmétrique, encore une autre solution. Si vous désirez mettre une solution de protection du web, comme FortiWeb, vous pouvez tout à fait, vous n'aurez aucune problématique. Peut-être qui n'est pas assez importante, c'est pour une personne, vous avez bloqué son adresse IP avec le FortiWeb et il utilise Tor pour aller sur votre site internet. Qu'est-ce que FortiWeb peut faire dans ce sens-là? En fait, il peut arriver depuis plusieurs adresses. Ce qui va se passer, c'est que nous, on va regarder les critères d'attaque et bloquer l'attaque qu'il est en train de générer, tout simplement. Alors, après, effectivement, on pourrait dire, si c'est telle adresse IP, qu'elle fait plus de 5 attaques, etc., je vais la bloquer. Quand on utilise des réseaux Tor, aujourd'hui, tout le monde le fait, il faut dire ce qui est. On va bloquer l'attaque qui tente, et on ne va pas se concentrer sur son adresse IP. Bloc un contenu ou alors une requête qui est envoyée au serveur web. Le client, qu'est-ce qu'il a en retour? J'ai un champ password et puis je mets 1 égale 1, code 1 égale 1 pour faire une injection SQL et tout. Qu'est-ce que moi, dans mon navigateur, j'ai? Quand le FortiWeb, il va bloquer ça. Vous allez avoir Une requête qui est envoyée au serveur web. Le client, qu'est-ce qu'il a en retour? J'ai un champ password et puis je mets 1 égale 1, code 1 égale 1 pour faire une injection SQL et tout. Qu'est-ce que moi, dans mon navigateur, j'ai? Quand le FortiWeb, il va bloquer ça. Vous allez avoir une page de rémédiation qui vous dit que c'est des caractères interdits. C'est ça? Alors,
Parce qu'en général, quand le filtrage est fait au niveau du développeur, il va avoir juste sur la même page un champ pour dire une information lui indiquant que la valeur saisie dans le champ n'est pas correcte et tout. Mais si on change complètement de page, éventuellement, il peut se dire attention, il y a un équipement qui protège cette application. Tout à fait. En fait, on va forger une page complètement. Donc, effectivement, il va se dire il y a un mécanisme de protection. Mais aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux laisser filtrer cette information-là. Au pire, il va se dire c'est pas la peine que j'aille chez lui, il est trop protégé. Je vais plutôt aller voir à quelqu'un d'autre qui sera moins protégé que de laisser une page d'erreur, par exemple, d'un serveur. Si on laisse passer un code 500, c'est plus problématique que d'avoir une page forgée où c'est carrément la connexion. Encore plus rapide, comme ça, pas d'infos, personne ne sait ce qui se passe. Mais ça peut être problématique par rapport à nos utilisateurs qui sont légitimes. Attendez par statistique. J'imagine que, effectivement, si celui qui met l'attaque sait qu'il y a un équipement qui est derrière, qui se rend compte que c'est un équipement FortiGate ou FortiGate, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'a pas les vulnérabilités permettant de passer outre cet équipement-là, justement? Alors, je dirais s'il arrive à voir que c'est un équipement FortiWeb, c'est qui est vraiment très fort, parce qu'on ne donne aucune information. Quand on va forger par exemple la page pour dire c'est bloqué, on ne va pas dire que c'est Fortinet. On va reprendre ce qu'il y a sur le serveur. Nous, on ne donne aucune information de qui on est. Si c'est des serveurs sous Linux, vous pouvez très bien mettre un HT-Access qui forge la même chose. Il n'a absolument aucune idée de qu'est-ce qu'il a en face. On laisse, justement, l'idée, c'est si on va masquer l'information des serveurs, c'est aussi à nous de ne pas en donner, ça c'est important. On appelle le back, qui est en général la base de données. Là, on va tout simplement stocker les informations. Donc, il est évident, quand on veut protéger une chaîne, protéger un serveur web, c'est très bien, mais peut-être pas suffisant. Merci. Donc, avant même de parler de qu'est-ce qui se passe, comment on protège, etc., il y a une réalité qui est réelle, c'est qu'il y a eu des attaques. Il y a eu des attaques externes, il y a eu aussi des attaques internes. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours attaqué depuis l'extérieur votre front et votre base. Souvent, les informations les plus sensibles chez vous, elles ne sont pas visibles depuis Internet, elles sont uniquement visibles depuis l'intérieur de la structure de la société. Donc on a une réalité, protéger un serveur web c'est bien, dans tous les cas ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que vous pouvez aussi avoir des accès directs à la base de données. Donc il faut pouvoir se dire qu'est-ce que je protège uniquement vis-à-vis de ça, ou il faut aussi également que je protège vis-à-vis de l'extérieur. Autre point d'obligation avec les bases de données, vous pouvez être soumis également à des problématiques de conformité. Vous devez respecter certains standards de conformité. Vous pouvez également avoir des standards de conformité ou des obligations de régulation par rapport à votre type d'activité. Vous devez vous assurer que certaines informations ne sortent pas de la base. De tout ce qui est database, qu'est-ce que l'on va faire? On va travailler sur l'ensemble des databases et on va pouvoir protéger vos databases par rapport aux attaques d'Iconu, mais également par rapport à qu'est-ce que l'on va chercher comme information à l'intérieur. La première chose sur laquelle on va venir monitorer ou protéger, c'est tout ce qui est la partie Change and Control, donc tout ce qu'ils appellent au niveau des DBA, sous les acronymes de DDL, DCL, donc c'est tout ce qui est la partie modification de la structure de la database par des utilisateurs. Donc en général, ici, on adresse une population, c'est une population de DBA, donc les administrateurs des bases de données. Par rapport à cette structure et à le contenu de la base de données, vous pouvez avoir des obligations et l'attaque ou le vol d'informations dans une base ne vient pas toujours de l'extérieur. Il peut être fait à l'intérieur de chez vous. Donc la première chose que vous allez faire, c'est de monitorer. Est-ce que vous êtes sur des bases après qui sont virtualisées? Est-ce que vous abritez plusieurs bases sur le même serveur? Est-ce que vous avez des bases différentes? Donc, ce qu'on va pouvoir apporter en termes de réponse, on va l'apporter par rapport à certaines bases de données.
On va travailler sur tout ce qui va être de l'Oracle, de l'IBM, Microsoft SQL, Sybase, MySQL. Bon. Pour ceux qui ont en tête du PostgreSQL, on ne supporte pas. Et il y a une raison très simple au fait de ne pas supporter le Postgres. C'est que le Postgres, c'est très bien, mais c'est du monde libre. Si vous avez un problème, il n'y a pas de support. Donc il faut attendre que quelqu'un à l'esprit sympathique dans la communauté règle le problème. On est des professionnels, vous avez des choses, la continuité assurée, on ne peut pas. Donc on travaille sur des bases commerciales parce qu'on a du support. Donc on va supporter toutes les bases commerciales qu'on supporte au niveau du marché. On va, au niveau de cette base-là, auditer les bases, voir quelles sont les vulnérabilités au niveau de ces bases. On sait également, base, par titre de constructeur, comment elle fonctionne, comment elle doit être configurée. Donc quand on va faire l'assessment, vérifier votre état de la database, on va prendre l'Oracle. L'Oracle, on va voir est-ce que vous avez changé les logins, mots de passe ou les mots de passe par défaut. Est-ce que vous l'avez fait partout où vous en avez oublié, ce qui est une erreur en termes de sécurité. Donc on va auditer la configuration de votre base. Pour pouvoir auditer la configuration, il faut tout simplement qu'on la connaisse. On va après regarder par rapport à l'audit les contrôles. On va établir des politiques. Qu'est-ce qui doit être en place? Qu'est-ce que vous autorisez? Est-ce que vous voulez être au courant des changements? Est-ce que certains changements sont autorisés? On va, et ça c'est important, faire ce qu'on appelle du DAM, c'est le Database Activity Monitoring. Ça veut dire qu'en permanence, on va surveiller toutes les transactions qui sont faites dans votre database. Ça peut être une transaction qui vient d'un serveur web, ça peut être une transaction par un DBA, ça peut être une transaction par un serveur applicatif. Donc ça, on va le monitorer et on va le loguer. Donc on va être capable de vous réaliser des rapports et de vous dire tout ce qui s'est passé ou qui, quelle transaction a fait quoi. Puis tout simplement, on va auditer votre database par rapport aux bonnes pratiques, donc changement de mot de passe, etc. Et on va voir si vous êtes en conformité avec ces méthodes-là. Comment on fonctionne, comment on se déploie? De manière très simple. On n'est pas en coupure de réseau. On vient mettre un FortiDB ici, donc on est en mode sniffer, il n'y a pas d'impact, zéro latence, c'est complètement invisible vis-à-vis de votre architecture. On va pouvoir après faire de l'audit. Donc ici, hop, on vient se connecter, on vient auditer. Est-ce que la base est conforme ou pas? Donc évidemment, pour qu'on puisse auditer, on va vous demander d'avoir les logins et les passeports qui vont bien. Sinon, on ne va pas voir grand-chose. D'accord? Donc on va auditer les bases, vous remontez ce qu'il faut. On a également des network agents qui peuvent être ici directement à l'intérieur des databases. Dans certains cas, il faudra obligatoirement mettre des agents. Dans le cas où, sur une database, vous avez de multiples databases. Mais il y a aussi un autre cas de figure où l'agent est obligatoire, c'est lorsque sur le même serveur, vous avez votre serveur web et la database. Parce que si on se met ici sur le réseau, ça veut dire que vos serveurs web sont par ici. Donc dans ces cas-là, on voit tout le trafic. Par contre, quand le serveur et la database sont sur le même serveur, on s'adresse en local. Donc nous, au niveau trafic, on ne voit rien. Donc il faudra mettre un agent pour pouvoir faire l'audit et surtout faire la partie monitoring à destination de la database. Sinon, c'est invisible. Donc un agent, si on est juste en arrière, lorsque vous installez un agent, vous avez un impact, puisque bien qu'on travaille, on vient consommer entre 2 et 3% de la CPU du serveur. Donc c'est un paramètre qu'il ne faut pas oublier, surtout si vous avez déjà des databases qui sont très chargées. Vous allez après avoir un tableau de bord. À l'intérieur de ce tableau de bord, qu'est-ce qu'on va retrouver? Les policies, est-ce qu'on matche ou pas? Les vulnérabilités, les changements, le monitoring par rapport à l'audit, qu'est-ce qui a été modifié, qu'est-ce qui a été supprimé, qu'est-ce qui a été accédé, est-ce que ça a été fait par un serveur qui a fait la demande, est-ce que ça a été fait par un administrateur, et ainsi de suite. Donc, quand on parle de database, il y a des process bien établis au niveau de la database. La première partie de la database, c'est de voir si vous êtes conforme ou pas.
Donc ici, conforme, c'est par rapport aux bonnes pratiques. Donc, on va faire l'assessment, donc on va faire l'audit et la découverte. Donc on va regarder si vous êtes en conformité ou pas. Donc après, tout simplement, ça va tourner. Ici, au niveau du Discover, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un FortiWeb, on va lui donner un plan d'adressage, et il va chercher toutes les adresses IP de connecter sur ce plan d'adressage. Il va voir si c'est des bases de données. Si c'est des bases de données, il va faire la découverte. Alors évidemment, on lui met les bons logins mots de passe qui vont bien, c'est plus facile. Il découvre les databases, mais il va également faire la découverte automatique de l'ensemble des DB qui sont hébergés sur le serveur et de l'ensemble des tables dans la database. On va absolument tout détecter et tout remonter. Une fois que c'est fait, merci, on va regarder également s'il y a des niveaux de risque par rapport à certaines politiques de conformité ou pas. On va regarder au niveau de tous les utilisateurs, administrateurs, quels sont leurs types de privilèges en termes d'accès à la database. On ne va pas faire tout et n'importe quoi. S'il y a des privilèges qui sont étranges et pas conformes, on va vous les remonter. Une fois que c'est fait, on va, comme pour la partie FortiWeb, faire du profiling. On va monitorer et on va vous dire est-ce qu'il y a des choses étranges ou pas, et vous faire des propositions de politiques complètement automatisées. On va pouvoir également faire des politiques de tout ce qui est le changement. Ici, c'est vraiment pour les administrateurs. Qu'est-ce qu'on autorise comme changement au niveau de la base de données ou pas? Monitorer le privilège de certains utilisateurs à pouvoir. Une fois que tout est configuré, on monitore et on monitore en temps réel. C'est les problèmes, des problématiques, des alertes, on va vous les remonter. Puis après, on repasse par la partie reporting, conformité, et on refait la boucle complète. En termes d'audit, qu'est-ce qu'on va regarder? On va inventorier les bases, donc toutes les bases que l'on a découvertes. Combien il y a d'occurrences à l'intérieur de ces bases-là? Est-ce qu'il y a des databases qu'on ne connaît pas? Si vous mettez un peu de base SQL, on va le découvrir, on va vous dire ça c'est inconnu. On ne sait pas faire. Okay. On va regarder les niveaux de patch de vos databases. C'est pour ça également qu'on parle de databases commerciales. C'est que tout simplement, en permanence, et pour que nous on puisse faire l'audit, on sait qu'au niveau d'Oracle, il y a telle version, dans telle version, il y a tel niveau de patch, et ainsi de suite. Pour SQL Server, c'est pareil. Donc il faut qu'on le connaisse, ces bases-là. On va regarder également, on va faire la découverte et on va chercher s'il y a des datas dites sensibles. Par défaut, on est sur des produits américains, on va chercher des numéros de carte bleue et des numéros de sécurité sociale. Maintenant, vous allez pouvoir créer vous-même un dictionnaire et dire cette partie, ces types de data, ce sont des datas sensibles, confidentielles. Et à ce moment-là, on va chercher dans toute la database, dans toutes les tables, quelles sont les tables où sont contenues ces informations dites sensibles. À chaque fois que quelqu'un y accède, je peux générer une alerte pour savoir que quelqu'un a accédé à cette information et voilà tout à quoi il a accédé. Puis après, je vais scanner et je vais dire si je suis vulnérable à certaines audits que j'ai fait ou certains scans, parce que tout simplement, j'ai des niveaux de patch qui sont soit pas connus, soit pas à jour. Donc, on va être capable de découvrir automatiquement l'ensemble des databases. On va être capable de travailler en out of the box avec des agents au niveau du réseau. On va être capable de mesurer les risques, les niveaux de risque, database par database, donc par type de constructeur. On va être capable de faire de la rémédiation et on va pouvoir définir des policies, construire des policies sur des databases, sur des datas dites sensibles. Donc attention, ici, c'est à vous de construire les dictionnaires qui permettent de faire ça. On va également regarder les personnes qui sont ici. Les personnes qui sont ici, ce n'est pas les personnes depuis Internet, ce n'est pas les utilisateurs qui utilisent tous les jours la database, ce sont nos administrateurs de database. Une information sensible, elle est sensible pour tout le monde. Est-ce que vous faites confiance à vos administrateurs de database ou pas? Est-ce qu'il y a des administrateurs de database?
simplement, l'idée c'est de monitorer, de voir qui fait quoi, y compris ces personnes-là. Souvent, pour ces personnes-là, on recommande d'avoir des agents d'installer sur les bases. Pourquoi on recommande d'avoir ces agents-là? Puisque ici, ils se connectent non pas en web, ils se connectent via tout simplement leur éditeur, leur interface SQL, directement nativement. Maintenant, qu'est-ce qui empêche une personne de se lever, de venir là, de prendre l'écran, le clavier, la souris et de faire ses recherches? Absolument rien, puisque de toute manière, il est censé avoir accès à la salle où sont hébergés les serveurs. Mais en plus, l'avantage d'être en clavier souris, c'est qu'il y a 0 transaction dans le réseau, donc je ne vois rien. Donc l'idée de l'agent, c'est de pouvoir venir également voir toutes les procédures. Si on respecte son rôle et ses privilèges, il ne tente pas d'accéder à un endroit où il n'a pas à avoir accès, de voir s'il fait des changements ou pas, et de pouvoir faire de l'alerte et du monitoring. Donc, en termes de configuration, pardon. En termes de changement, donc, on retrouve ici la partie DDL, DCL pour l'accès en termes de privilèges aux administrateurs et s'ils font des changements ou pas. On va retrouver après toutes les policies prédéfinies, donc nos agents ou coordonnance frontale, on va pouvoir venir ici regarder est-ce qu'on est conforme par rapport au modèle de policy que l'on a défini ou pas. Est-ce qu'on respecte les groupes? Donc on va pouvoir avoir plusieurs groupes, un groupe d'utilisateurs 1, un groupe d'utilisateurs 2, un groupe d'utilisateurs 3. Chaque type de groupe a des accès différents, des privilèges différents en termes d'accès au niveau de la database. On va regarder si c'est conforme par rapport à ce qu'on a fait. Par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, en termes de contexte, une commande SQL, je veux avoir accès à telle table. J'ai accès à telle table, à telle information. Par contre, cette même commande passée dans un contexte légèrement différent me permet de dépasser mes privilèges et d'avoir accès. Par contre, la commande est valide, ce n'est pas une attaque. Par contre, si je ne comprends pas la structure de la base, j'ai outrepassé les droits des groupes et donc de mes privilèges. En termes de policy management, par type de base de données, vous allez retrouver des packages de policy qui sont prédéfinis, des packages que vous allez pouvoir customiser et mettre en place, que l'on va venir monitorer. Et ça, on va être capable de le faire au travers de tous les types de databases. Ce qui est également intéressant au niveau du FortiDB, c'est que le FortiDB va être multi-constructeur. Parfois, certains constructeurs vous apportent une réponse, mais par rapport à ma base de données. Si je suis SQL, Microsoft, je fais que Microsoft, il n'y aura que du Microsoft. Oui, mais vous avez plusieurs bases chez moi, ben je ne sais pas faire. Ici, on va vraiment être capable de faire tout ça, mais en multibase. Donc, pareil, à chaque événement, à chaque modification, à chaque monitoring ou audit, dès que je vois un événement, je peux le sélectionner et je vais avoir le détail de l'événement, mais également je vais avoir quelle est la query SQL qu'il a fait et quelle a été la réponse SQL du serveur. Puis après, j'ai tout ce qui est la partie alerte, où tout simplement je vais pouvoir, en fonction de ce que j'ai configuré en termes de policy, de privilèges, si un utilisateur a tenté de modifier ses privilèges ou d'ultrepasser ses privilèges, en fonction de la sévérité, je vais pouvoir simplement faire du log, mais également remonter des alertes, surtout quand ce sont des alertes qui sont critiques. Donc, tout un tas de statistiques, les alertes, qu'est-ce qui se passe, la possibilité de faire des recherches très facilement de telle date à telle date, de faire des recherches des utilisateurs sur n'importe quel critère au niveau de la colonne, mais également de faire des recherches sur certains types de transactions spécifiques, parce que c'est ça que je suis en train de chercher. Puis, quand on est sur ce type d'outils, de solutions, c'est toujours la partie reporting, donc être capable de savoir qu'est-ce qui se passe, d'avoir des rapports d'activité, d'avoir des rapports d'alerte et d'avoir des rapports historiques. Donc on a des rapports qui sont prédéfinis déjà à l'intérieur de l'équipement, qu'on est capable d'archiver. On peut avoir des intégrations avec des équipements tierces, si vous avez aujourd'hui des équipements qui sont capables déjà de reporter sur plusieurs types de constructeurs.
exemple de rapport d'audit que l'on va générer. Donc ça peut être ici un rapport d'activité, un rapport spécifique par rapport à un type d'activité anormale. Ça peut être un rapport sur les privilèges. Qui a tenté d'ultrapasser ces privilèges? Est-ce qu'il y a eu des soucis? Merci.